Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle session des webinaires techniques Würth Électronique France. La session va commencer dans quelques instants. J'espère que vous êtes confortablement installés. Aujourd'hui, pour votre plaisir, nous accueillons Sylvain Lebras, qui est ingénieur d'application basé à Rennes. Je m'appelle Germain et je suis basé à Avignon, à la maison, en sécurité. La session, comme d'habitude, va durer environ 45 minutes. On se laisse 15 minutes de flexibilité et surtout pour vous répondre à toutes vos questions-réponses. Votre micro est coupé. Vous avez la possibilité de poser vos questions via un petit onglet questions sur votre interface. Et si vous utilisez une tablette, vous avez un bouton point d'interrogation pour les poser. Je suis modérateur et je veillerai en continu à répondre à vos questions. Et si certaines sont jugées intéressantes pour être relevées à l'oral, Sylvain en profitera à la fin de la session. J'espère que tout va bien. J'ai déjà des gens qui me disent qu'ils n'ont pas forcément de son. Je vais aller les voir s'il y a un problème avec leur réseau entreprise. Je vais répondre à la mano. Pendant ce temps-là, pendant que vous vous préparez, je vous rappelle juste que la session sera disponible en replay dès cet après-midi, que le PDF de la présentation utilisé par Sylvain est déjà disponible dans les documents à distribuer sur l'interface. On pourra aussi vous les envoyer plus tard si vous le demandiez. Il y a un questionnaire de satisfaction à la fin et on serait ravis d'avoir vos retours après la session. Pour m'assurer que tout aille bien de votre côté, j'ai une petite question. On va voir si vous pouvez jouer avec l'interface. Vous avez un petit sondage qui s'affiche et je serais ravi d'avoir votre retour, à savoir comment est-ce que vous avez été contacté et mis au courant pour le webinaire. Je compte jusqu'à 20 dans ma tête et dans 20 secondes, on va commencer avec Sylvain. J'espère que Sylvain, tu m'entends. Je vais bientôt te passer la main dès que j'aurai vu à peu près 60% de personnes qui a répondu. Eh ben, c'est déjà le cas. Merci, je vois que vous êtes très réactifs. Je vais pouvoir arrêter le sondage. Sylvain, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Eh ben, bonjour à toi. Bonjour. Voici la fin de mon introduction. Je te passe la main tout de suite et je te souhaite une bonne session. Si tu as des besoins pour le backup, n'hésite pas. Je suis là à ton écoute et je réponds aux questions. Bonne session à tout le monde. Alors, je partage mon écran. Vous êtes en train de voir le mauvais écran. Écran du moniteur numéro 2. Ok, normalement, vous voyez le bon écran. Et on est parti pour la présentation Anticiper la CEM avec LT Spice. Donc merci déjà de me fournir l'opportunité de faire cette présentation pour la première fois en français. Elle a déjà été faite, peut-être que les plus curieux d'entre vous ont déjà remarqué qu'il y avait une version sur YouTube, mais vous allez avoir la chance aujourd'hui d'avoir beaucoup plus d'exemples que la version qu'il y a eu sur YouTube. Donc, première partie de la présentation, on va revenir sur des rappels de choses que vous faites peut-être déjà avec LTSpice, c'est-à-dire de la simulation fonctionnelle. On va pas repasser sur une introduction à la simulation fonctionnelle, mais je vais plutôt prendre le temps de vous expliquer à quel point, lors d'une simulation à vocation CEM, les éléments parasites des composants, des condensateurs, des inductances, ont une importance prépondérante. Donc, on va voir aussi comment extraire ces éléments parasites et comment évaluer de manière individuelle ces éléments parasites. La deuxième partie de la présentation sera vraiment comment aller vers une simulation CEM qui soit extrêmement représentative d'une situation réelle. Donc on va voir comment faire pour que LT-Spice, avec des modifications mineures, soit à même de faire une simulation CEM et de vous aider directement à investiguer sur votre logiciel de simulation. On va voir également comment aller un petit peu plus loin et rentrer vraiment dans la pédagogie de la CEM et dans le noyau dur de l'investigation CEM directement sous LT-Spice. Et bien sûr, comment faire pour charger des limites, comment faire pour remettre à l'échelle. Donc,
derrière, on va traiter tout ça au travers d'un certain nombre d'exemples. Donc avec 45 minutes aujourd'hui, je vais malheureusement pas avoir le temps de vous montrer tous les exemples que j'ai prévus. Donc on va commencer avec l'exemple numéro 1, le Ripple sur un convertisseur DC-DC. Et on va voir en fonction du temps qui nous reste, on ira peut-être jusqu'au 7e, 8e exemple. Donc ne vous inquiétez pas, si vous êtes très intéressé par un des exemples et que vous souhaitez qu'on le retraite, n'hésitez pas à en faire la demande directement dans la fenêtre de chat et on verra pour organiser une prochaine session avec les sujets qui ont été le plus demandés. Donc, c'est parti. La première chose à faire, c'est de commencer par préparer ses outils. Donc aujourd'hui, on a besoin de 2 outils. Le premier, LTSpice. Donc désormais, LTSpice se télécharge sur le site d'Analog suite à la fusion entre ces deux sociétés. Et l'autre outil, c'est RedExpert, qui va nous servir de datasheet 2.0 afin d'extraire les éléments parasites de nos différents composants. Donc RedExpert, vous n'avez pas besoin de l'installer. LTSpice, vous avez besoin de l'installer. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à le faire à la fin de ce séminaire. Et pour information, les différents exemples que je vous ai fournis à la slide précédente seront disponibles sous forme de fichiers à télécharger que vous pourrez directement lancer sur votre logiciel de simulation et qui vous permettront aussi d'avoir les fichiers de visualisation. Donc avec les fichiers de visualisation, vous verrez exactement ce que je vois sur mon écran lors de la présentation. Donc, première partie, simulation de l'ondulation en tension à la sortie d'un buck. Donc, vous connaissez déjà probablement LTSpice. Si ce n'est pas le cas, LTSpice va vous permettre vraiment de faire des choses en très peu de temps. Là, par exemple, je vais sélectionner dans la liste de composants standards un contrôleur de buck et je vais le coller tout simplement sur mon schématique de LTSpice. En faisant cette opération-là, je vais très rapidement arriver à la possibilité d'ouvrir le test fixture, donc le design de référence pour LTSpice, en cliquant sur ce bouton-là. En cliquant sur ce bouton-là, en ayant uniquement posé le composant, je vais pouvoir ouvrir directement le test fixture qui est fourni avec LTSpice et qui permet de tester les fonctionnalités basiques du composant. L'avantage de tout ça, vous allez me dire, c'est que pour calculer le ripple à la sortie d'un buck, pour calculer l'ondulation en tension au niveau de ce nœud out, je ne vais pas avoir besoin de faire des mathématiques très complexes. J'ai juste besoin de lancer la simulation par défaut et je vais avoir quelque chose qui va être très représentatif, peut-être, du ripple qu'on aura à la sortie de ce convertisseur DC-DC, sans avoir besoin de faire des mathématiques très difficiles. Alors, mathématiques très compliquées, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, puisque les mathématiques qui vont régir le ripple en tension à la sortie d'un buck, ça va uniquement être la loi d'Ohm, U égale RI. Ou plutôt une application un petit peu dérivée de la loi d'Ohm, qui est tout simplement le ripple en tension est égal à l'impédance du condensateur multiplié par le ripple en courant. Donc le ripple en courant, c'est le courant qui va circuler dans l'inductance de stockage du buck. Donc, RedExpert ici va vous permettre de vous passer, pour vraiment des opérations simples comme ça, d'une partie de la simulation LTSpice en vous donnant tout simplement ZC, l'impédance du condensateur à la fréquence qui vous intéresse, 800 kHz, et en vous donnant également delta IL. Le delta IL est ici, lorsque vous allez rentrer, tension de sortie, fréquence de découpage, ripple approximatif. Donc vous sélectionnez directement une inductance et on vous donne le ripple directement en courant. Donc voilà à quoi ressemble l'atelier de sélection des condensateurs. Donc vous voyez vraiment c'est un logiciel de feignant, mais on va pouvoir aller un petit peu plus loin grâce à ce logiciel. Là, vous avez la vue sur la partie atelier qui vous permet de ressortir la valeur du delta IL ici. Mais l'intérêt de RedExpert ici, ça va être plutôt de pouvoir splitter. Donc, si vous regardez la courbe d'impédance d'un condensateur, par exemple, des produits qui sont extrêmement intéressants lorsqu'on s'attarde sur le comportement CEM, vous avez une première partie qui va correspondre à un comportement capacitif,
où l'impédance va diminuer en fonction de la fréquence. Ensuite, vous allez arriver à un niveau plancher qui représente souvent une valeur très proche de l'ESR, puis à haute fréquence, aux fréquences qui justement vont nous intéresser en CEM, on va avoir l'ESL, l'inductance série parasite. Donc cette inductance série parasite va être vraiment prépondérante en CEM, tout comme l'ESR. Donc cette inductance série parasite fait que l'impédance du condensateur remonte et qu'à haute fréquence, on vient retrouver, en fonction de la technologie, une impédance relativement élevée. Donc l'intérêt de RedExpert pour moi, ça va être la capacité à extraire des données qui vont vous permettre de faire des simulations CEM précises. Par exemple, avec des équations simples d'impédance d'une inductance et une courbe d'impédance d'un condensateur, on va être capable, tout simplement en prenant la pulsation, en la mettant sous le ZL, d'avoir la valeur de l'ESL. Donc L ici, bien sûr, c'est ESL. Donc l'ESL est égal à l'impédance lue sur cet axe. Donc si je continue ici, je suis à peu près 5 ohms. Donc je vais reporter mon 5 ohms ici. Pour une fréquence de 100 MHz, 100 MHz ici, on a 2π fois la fréquence, donc 2π fois 100 fois 1 méga. Ça va nous donner une valeur, si on souhaite exploiter un modèle de ce composant, cette capafilm-là, dans notre simulation, une valeur de 8 nanohenry. Donc une valeur de 8 nanohenry, c'est relativement haut. Et par exemple, ici, vous allez vous rendre compte que un condensateur film ne va pas être bon pour faire du filtrage à des fréquences élevées, aux fréquences typiquement les fréquences du rayonné. Par contre, il va être très très bon pour faire du filtrage, du bypass, dans les fréquences qui correspondent au début de bande rayonnée, c'est-à-dire de 150 kHz à 1 ou 2 MHz. Si on compare maintenant cette valeur de 8 nanohenry sur une technologie film à ce qu'on peut lire sur une technologie céramique en l'occurrence X7R. Ici, X5R, excusez-moi, c'est écrit ici, on va avoir un ESL qui du coup va être de 0,2 nanohenry. Donc là, on est toujours sur le même mode de fonctionnement. Je prends mes 132 milliohms, je les reporte en haut de l'équation, j'ai mes 100 mégas qui correspondent à la fréquence à laquelle je fais ma mesure, et je me retrouve avec une valeur de ESL de 0,2 nanohenry. Vous voyez, on est largement en dessous, on est une cinquantaine de fois en dessous de ce qu'on avait auparavant sur le condensateur film. Donc l'avantage de faire cette identification, de faire cette séparation des éléments parasites, c'est que dans LTSpice, vous allez être capable d'aller regarder aux bornes de chacun des éléments la valeur du ripple qui est contribué par ces éléments. Donc, lorsqu'on reprend l'exemple que j'ai ouvert tout à l'heure, en ouvrant le macro modèle test fixture, le référence design qui est donné, donc là, je n'ai rien changé, j'ai juste lancé la simulation et je regarde un petit peu le ripple en tension que je vois. Donc ici, on va s'apercevoir qu'on a un ripple en tension de 7,7 millivolts avec une sorte d'onde redressée. Bon, on est polarisé autour de 3 volts 3, mais on a quand même un ripple en tension qui est relativement propre. On voit qu'il y a un contenu spectral pas trop important, j'ai pas beaucoup de grosses discontinuités. Bah, ça va peut-être pouvoir s'expliquer par une chose, c'est que ce fournisseur de condensateurs, qui est référencé dans le référence design de LTSpice, a tout simplement indiqué que l'inductance série équivalente est égale à 0. Donc ça, c'est merveilleux, puisque ça veut dire que peu importe la fréquence, vous n'allez jamais avoir le comportement qui fait remonter, hop, je vais revenir une slide avant, si vous ne modélisez pas l'ESL, vous n'allez jamais avoir le comportement qui fait que votre produit ne va plus être bon à filtrer à partir d'une certaine fréquence. Donc c'est ce comportement où vous avez une remontée de l'impédance. Et également, d'autres paramètres n'ont pas été remplis. Mais ce que je trouve le plus grave, c'est que explicitement, ici, on est renseigné la valeur de 0. Donc ça fait que ce composant-là ne va pas être apte à faire une simulation précise en CEM, tout simplement parce que l'ESL est négligé. Et l'ESR également est un petit peu ambitieux, on va dire. De plus, le DC bias, qui va avoir tendance à réduire cette valeur de 47 microfarads dès qu'on va utiliser le composant polarisé avec une tension proche
de sa tension nominale n'est pas pris en charge. Là, vous avez la comparaison entre ce que l'on peut voir sur une simulation où on a modélisé les éléments parasites et une simulation où on n'a pas modélisé sous LTSpice les éléments parasites. Donc ça, c'est avant, avec la capa de chez TDK. Là, c'est après, avec le modèle de condensateur que vous avez extrait de la lecture des paramètres dans LTSpice. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Déjà au niveau de l'amplitude du ripple, et deuxièmement au niveau de la forme d'onde. Donc il faut savoir qu'en CEM, on va regarder fréquentiellement, et là on voit qu'il y a des discontinuités qui sont beaucoup plus prononcées. Donc un œil averti va être capable de voir que ici on a un changement on a une charge-décharge du condensateur. Ici on a une discontinuité qui est liée au changement de signe du courant. Ici on a un LDI sur DT qui va manifester l'impact de l'ESL. Donc voilà, il faut vraiment avoir un œil entraîné pour voir tout ça. Donc ce que je vous propose, c'est tout simplement d'utiliser la puissance de LTSpice et le fait que vous avez séparé en 3 éléments distincts le condensateur pour regarder la contribution directement de chacun de ces éléments. Et quand on regarde la contribution de chacun de ces éléments, alors j'ai pris la peine de les mettre à la même échelle. Vous voyez, vous avez une dynamique de 30 millivolts en haut, vous avez également une dynamique de 30 millivolts en bas. Donc on a des signaux qui sont à la même échelle, sauf que ici, vous avez la charge et la décharge du condensateur, le SR et le SL. Donc quand on regarde ici, on va s'apercevoir que le ripple, au final, il est contribué autant, quasiment, par la valeur de capacité, la valeur de l'ESR et la valeur de l'ESL. Ce qui veut dire qu'en tant que designer, si vous allez augmenter la valeur de capacité sans aller vérifier que le SR et le SL vont diminuer, vous avez de grandes chances qu'en CEM, il n'y ait rien de mieux. A fortiori, un condensateur plus grand va impliquer généralement un ESL plus élevé et pourquoi pas des résultats qui sont moins bons, ce qu'on a vu tout à l'heure entre la capa film et la capa céramique. Alors pour mettre ça en perspective un peu de la CEM, je vous propose de regarder plutôt fréquentiellement. Donc là, fréquentiellement, j'ai sorti la FFT des différents éléments du signal. Donc vous voyez que dès les basses fréquences, dès la fréquence de découpage de mon buck, je vais me retrouver ici avec directement une contribution qui sera majoritairement liée à l'ESR et non pas à la valeur de capacité. Et lorsqu'on va monter en fréquence, on va s'apercevoir que la valeur de capacité a une contribution moindre au ripple, tandis que l'ESL a une contribution qui est grandissante. Donc en fonction de la fréquence à laquelle vous avez des problématiques de CEM, il faut vous dire quel est l'élément parasite qui va le plus contribuer au ripple à la fréquence que je considère. Donc là, en l'occurrence, on s'aperçoit que la première chose à faire, ça va être de travailler l'ESR. La deuxième chose, si on est avec des problèmes de CEM à haute fréquence, ça va être de travailler l'ESL. Si on est sur des choses à basse fréquence et qu'on a déjà résolu la problématique d'ESR, là, il va peut-être falloir augmenter un peu la valeur du condensateur. Donc vous voyez ici l'importance de la modélisation correcte des éléments parasites sous LTSpice, puisque c'est eux qui vont contribuer majoritairement au ripple que vous allez observer. Maintenant que vous avez pris conscience de l'importance de la modélisation de ces éléments parasites, vous n'avez pas besoin de modéliser l'intégralité des condensateurs. S'il y a un condensateur qui sert juste pour une petite référence de tension interne, pas de problème. Par contre, pour les condensateurs qui sont en entrée et en sortie de votre montage, qui vont être soumis à des ripples en courant relativement fort, donc a fortiori à l'entrée d'un buck, on a un ripple de courant encore plus fort, vous allez pouvoir, une fois que vous avez compris quel composant modéliser, quel élément modéliser dans vos composants, passer à une simulation CEM. Alors qu'est-ce qui va vous manquer sous LTSpice pour faire de la simulation CEM? C'est tout simplement la même chose que ce que vous avez besoin en laboratoire CEM. Donc pour ceux qui se rendent en laboratoire CEM, qui testent des produits régulièrement, je pense que vous avez déjà remarqué qu'on va intercaler quelque chose pour permettre la mesure. Alors ce quelque chose, en fonction du domaine dans lequel vous travaillez, il sera vu comme réseau d'alimentation artificielle, Artificial Mains Network, réseau stabilisateur d'impédance de ligne. Donc ici,
la plupart du temps, on va retrouver la terminologie Artificial Mains Network ou Line Impedance Stabilization Network pour réseau stabilisateur d'impédance de ligne. Donc, quel est le but de cet élément-là? C'est tout simplement de permettre une reproductibilité des mesures CEM. Le cube que vous voyez sous l'analyseur de spectre ici est juste destiné à s'abstraire des spécificités locales dans le bâtiment dans lequel vous faites le test du réseau électrique. C'est-à-dire que, est-ce que vous êtes branché directement au pied du TGBT ou est-ce que vous êtes branché au bout de la 17e rallonge du deuxième étage? Ça va avoir un impact si vous ne faites pas attention sur votre mesure CEM. Donc ici, le réseau stabilisateur d'impédance de ligne, son but, c'est de fournir une impédance stable sur la gamme de fréquences de mesure et surtout reproductible pour que vous fassiez un test chez Emitech à Angers, que vous fassiez un test dans votre labo de précalif ou que le test soit fait quelque part aux États-Unis, vous allez avoir toujours des résultats CEM qui vont être les mêmes. Donc, ce qui va permettre tout ça, c'est le réseau stabilisateur d'impédance de ligne ou les versions qui en déclinent dans les autres dans les autres dans les autres domaines de mesure. Donc ici, ce réseau stabilisateur d'impédance de ligne va permettre d'alimenter votre produit et de l'écouter, d'écouter les ripples qu'il va faire en CEM, donc dans des fréquences un peu plus élevées. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce réseau stabilisateur d'impédance de ligne? La première chose, c'est 2 filtres passe-bas. Ces filtres passe-bas permettent d'alimenter en basse fréquence, c'est-à-dire entre DC et on va dire 400 Hz, pour les gens qui font de l'aéronautique, entre DC et 400 Hz, on va pouvoir passer de manière quasiment transparente dans ce filtre. Donc ce filtre passe bas, vous alimentez votre produit, et là le but c'est quand même d'écouter les perturbations que votre produit va faire en créant des commutations, des DI sur DT. Et ici, les hautes fréquences vont circuler de ce côté-là. La kappa a une impédance faible à haute fréquence, donc les perturbations à haute fréquence ne vont pas passer dans les 2 inductances qui sont ici, mais vont choisir de passer plutôt par ici. Elles vont faire un aller-retour, etc. L'ACEM et le réseau stabilisateur d'impédance de ligne vont utiliser cette propension des hautes fréquences à passer dans les kappas ici, et vont tout simplement intercaler 2 résistances pour faire la mesure. Cette mesure va être envoyée, donc on est sur des filtres passe haut sur cette partie-là, cette mesure va être envoyée directement vers un récepteur de mesure. Ce récepteur de mesure compare les émissions de votre produit à un gabarit normatif et vous dit OK, pas OK, à quelle fréquence, avec quel dépassement. Donc vous voyez un petit peu le rôle clé de ce réseau stabilisateur d'impédance de ligne. On n'est pas sur une alimentation standard, on n'est pas branché sur n'importe quelle prise, on est branché sur une prise qui permet d'écouter votre produit et de l'alimenter, tout en s'abstrayant des perturbations éventuellement sur le réseau et en fournissant un segment d'impédance maîtrisé, ici. Donc, la première chose à faire, si vous voulez faire de la mesure CEM dans LTSpice, c'est d'implémenter un modèle de réseau stabilisateur d'impédance de ligne. Donc c'est ce que j'ai fait ici, en intercalant mon filtre passe bas avec mon filtre passe haut, et ici mon port de mesure qui va être vu comme VLISN. Et en faisant cela, en ayant modélisé mon DC-DC, je regarde la tension VLISN, j'en demande la FFT, et en demandant la FFT, je vais me retrouver directement avec une courbe qui ressemble à cela. Donc là, on est sur vraiment quelque chose de très simplifié, juste pour vous montrer le fait qu'on arrive à s'abstraire de la faible impédance du réseau d'alimentation, tout simplement en y ajoutant une impédance élevée et connue, et on va réussir à prélever les perturbations CEM. Donc là, en l'occurrence, dans la bande 10 kHz, non, 150 kHz, dans la bande 150 kHz 30 MHz, on va venir prélever les perturbations CEM. Alors vous allez me dire, quelle légitimité on a à faire une FFT dans LTSpice avec un réseau stabilisateur d'impédance de ligne simplifié? Ce que je vous propose, c'est de regarder la vraie mesure qui a été faite donc sur un chargeur de téléphone qui se branche sur prise allume-cigare.
Donc ça a été fait chez nous au laboratoire et on regarde directement avec les mêmes échelles, avec le même test setup, comment on va pouvoir comparer. Et là, je ne sais pas si vous voyez apparaître au fur et à mesure, mais on a la comparaison. Donc j'ai repris la fréquence de découpage, la même que dans la réalité dans LTSpice. J'ai repris les tensions d'entrée, les tensions de sortie, les mêmes. Et là, vous apercevez que, étonnamment, et notamment à basse fréquence, on va retrouver une signature CEM qui ressemble beaucoup, beaucoup à ce que vous avez dans dans la simulation et enfin, une correspondance qui est marquée entre la réalité et la simulation. Et là, pour l'instant, c'est juste la première étape. On n'a pas modélisé tous les paramètres. Donc je me permets de vous rappeler l'importance ici. Pourquoi est-ce que la simulation est précise? Tout simplement parce que j'ai modélisé sur la capa à l'entrée du système l'ESR réel de la capa, l'ESL réel de la capa et la valeur capacitive qui est ici. Donc là, à partir de ce moment-là, dès lors que vous avez modélisé correctement, vous allez très rapidement vous retrouver avec une simulation qui est précise, notamment dans les basses fréquences. Alors pour aller plus loin, dans la précision de la mesure CEM, je me dois de rappeler une chose, c'est que la mesure CEM, c'est la somme en proportion inconnue de perturbations de mode commun et de perturbations de mode différentiel. Donc pour ceux qui sont les plus observateurs, vous avez remarqué que jusqu'à maintenant, les mesures que j'ai faites sont des mesures qui ne regardent que le mode différentiel. Comment est-ce que LTSpice peut être amené à permettre la mesure en mode commun? Tout simplement, on va se pencher sur la constitution d'un réseau stabilisateur d'impédance de ligne pour aller un petit peu plus loin et devenir vraiment précis. Donc, voilà la conception interne d'un réseau stabilisateur d'impédance de ligne. Donc le réseau stabilisateur d'impédance de ligne, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit, c'est un filtre passe bas avec un filtre passe haut. Donc ici, vous avez le filtre passe bas, ici, vous avez le filtre passe haut, qui va contribuer également, dans ce sens-là, à jouer le rôle de filtre passe bas. Mais ici, vous avez votre port de mesure, sur lequel vous allez brancher en SMA votre instrument de mesure, ou vous allez le brancher pour la mesure sur l'autre ligne. Donc là, par exemple, si vous êtes sur une mesure secteur phase en sortie, entrée de neutre, sortie du neutre. Et vous remarquez ici que on a le GRP. GRP comme plan de masse de référence, Ground Reference Plane. Donc ici, dans un RSIL, on s'aperçoit que le plan de masse de référence sert tout simplement de référence à nos mesures et qu'on peut choisir de mesurer de ce côté-là ou de ce côté-là. Dans 90%, 99% même des réseaux stabilisateurs d'impédance de ligne du commerce, vous pouvez choisir entre la mesure d'un côté et de l'autre, ou de l'autre. Mais quand une voie n'est pas utilisée, elle est terminée automatiquement par une résistance de 50 ohms. Donc pourquoi ça va être intéressant pour nous d'avoir ces deux sorties simultanément? On va le voir un petit peu plus tard dans la présentation, mais je veux vous montrer un petit peu le chemin que vont prendre les perturbations de mode différentiel, donc des perturbations qu'on appelle symétriques. Donc vous voyez, quand mon produit tire sur sa ligne d'alimentation, de manière symétrique, le courant va passer ici, va être vu, donc là, en convention récepteur, il va être vu en négatif au niveau, du point central. Il va repasser ici, il va être vu en convention récepteur en positif au niveau du point central. Tandis que les perturbations de mode commun, des perturbations qu'on appelle asymétriques, vont circuler, mais elles vont pas circuler entre les lignes ici, elles vont reboucler par le plan de masse de référence. Donc le plan de masse de référence est relié à la Terre. C'est pour ça que certains produits, s'ils sont reliés à la Terre ou pas reliés à la Terre, vont avoir des comportements totalement différents en CEM. C'est pour ça que un produit qui passe en CEM lorsqu'il est soulevé du plan de masse de référence ne va plus passer lorsqu'il va être posé sur le plan de masse de référence. Tout simplement parce qu'on va influencer l'impédance de la liaison au plan de masse de référence. Donc, pour être précis en CEM, il faut réussir à prendre le mode commun et le mode différentiel.
Et au laboratoire CEM, on ne va pas vous donner la séparation entre ces deux-là. Mais dans votre laboratoire virtuel, ce que vous avez besoin de faire, donc là c'est l'implémentation du réseau stabilisateur d'impédance de ligne, donc qui vous permet de connecter votre instrument de mesure ici ou ici, de connecter votre équipement à tester ici et ici, et de connecter votre arrivée ici, donc une alimentation DC ou un transformateur d'isolement avec une tension secteur, pour pouvoir commencer à faire de la mesure. Et vous reliez votre plan de masse de référence au niveau de ces deux power elements qui sont là. Sous LTSpice, c'est beaucoup plus simple. C'est également beaucoup moins dangereux. On n'a pas besoin de respecter les préconisations de sécurité électrique, on n'a pas besoin de se soucier du courant de fuite de ces éléments-là en AC. Donc là, vous avez l'implémentation simplifiée d'un réseau stabilisateur d'impédance de ligne sous LTSpice. Donc ici, on retrouve exactement ou quasiment exactement le même schéma, mais surtout on retrouve la même fonctionnalité. Donc là, j'ai connecté mon réseau stabilisateur d'impédance de ligne et vous voyez, j'ai fait une petite modification. C'est qu'avant, ce symbole-là, le GND, était utilisé pour le 0 volt de mon design de référence ici, et il était connecté là. Désormais, j'ai déclaré un potentiel que j'appelle 0 EUT, donc le 0 volt de mon EUT, et je vais utiliser le symbole qui autrefois me servait de symbole de référence pour modéliser le couplage au plan de masse de référence. Donc le couplage au plan de masse de référence, on va voir beaucoup d'exemples après. Là, j'ai choisi de prendre l'exemple de la présentation, pour ceux qui suivent nos webinaires depuis un moment, la présentation Keep Calm and Investigate. Donc vous avez ici le convertisseur DC-DC qui prend une tension d'entrée sur le chargeur allume-cigare. Vous avez ici la charge de mon convertisseur, qui est ni plus ni moins qu'un téléphone avec sa batterie vide. Vous avez le plan de masse de référence, ici, le réseau stabilisateur d'impédance de ligne, qui ne permet une mesure ici que d'un côté. Et là, vous avez, donc ça c'est l'ancienne version, de réseau de stabilisateur d'impédance de ligne, et là vous avez le récepteur de mesure qui nous permet de comparer tout simplement un gabarit. Ce que l'on montre dans la présentation, c'est que deux éléments sont contributeurs majoritaires des perturbations de mode commun. Le nœud de commutation du DC-DC, qui va avoir d'énormes dV sur dt, qui va avoir d'énormes changements de tension par unité de temps. Et la deuxième chose qui semble contributrice, et je vais vous montrer un petit exemple, ça va être la coque de l'iPhone, donc le plan de masse de l'iPhone qui est relié à la coque. Et on va le voir, lorsqu'on lève l'iPhone, on observe des choses sur la signature CEM qui nous indiquent qu'il est contributeur de perturbations de mode commun. De la même manière, quand on lève le convertisseur buck du plan de masse de référence, on s'aperçoit aussi qu'il est contributeur. Donc, ces deux nœuds qui vont contribuer aux perturbations de mode commun sont ici modélisés par des couplages capacitifs. Donc, la taille de l'iPhone fait que j'ai décidé de le modéliser par un condensateur de 100 picofarads par rapport au plan de masse de référence. Ici, la taille plus réduite du nœud de commutation, j'ai utilisé 20 picofarads pour modéliser cela. Alors on va voir que ces valeurs ne sont pas forcément prises au hasard, et vous pouvez également redéduire ces valeurs d'un certain nombre de mesures CEM que vous avez déjà faites. Donc dans certains cas, ces valeurs peuvent être largement supérieures, on le verra dans l'exemple du moteur brushless DC. Donc ici, une petite manipulation, alors c'est pas une simulation, hein, c'est une mesure, une vraie mesure, de la signature CEM du chargeur qui charge le téléphone. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais vous montrer la signature avec le téléphone posé à même le plan de masse de référence. Donc là, vous voyez une résurgence de mode commun. Ici, en tout cas une résurgence sur la signature CEM de mon produit, qui apparaît lorsque l'on vient poser le téléphone sur le plan de masse de référence. Lorsque l'on vient soulever le téléphone du plan de masse de référence, on observe la courbe en jaune et on s'aperçoit ici que on a une différence significative qui fait la différence à ces fréquences-là entre un produit qui passe sa CEM et un produit qui ne passe pas sa CEM.
Donc, on se retrouve directement avec une démonstration, pour moi, du mode de rebouclage du mode commun. Alors maintenant qu'on a implémenté notre réseau stabilisateur d'impédance de ligne, qu'est-ce qui va se passer du point de vue de l'exactitude de la simulation, du point de vue de la conformité de notre mesure avec la simulation? Eh ben, je vous laisse juger par vous-même. On est sur la modélisation CEM, et lorsqu'on va superposer les deux courbes, bah, vous remarquez que là encore, on va s'approcher un petit peu plus d'une modélisation qui est précise par rapport à la simulation, à la mesure CEM. Donc là, rien ne vous empêche de pousser encore un petit peu plus loin, mais je pense qu'on a déjà matière à faire en faisant passer sa CEM à ce produit-là, mais pas passer en vrai sa CEM, le passer directement dans LTSpice. Donc, le rêve pour nous, ce serait de pouvoir splitter, de pouvoir séparer le mode commun et le mode différentiel. Donc, séparer le mode commun et le mode différentiel, c'est quelque chose qui est relativement peu connu, et encore moins la théorie, hein. On a certaines personnes qui ont des splitters de mode commun, mode différentiel, mais qui ne savent pas forcément comment ça marche à l'intérieur. Pour savoir comment ça marche à l'intérieur, et surtout pour savoir comment l'implémenter sous LTSpice, je vous propose de vous pencher sur l'utilisation fine du réseau stabilisateur d'impédance de ligne et voir comment on va pouvoir implémenter tout ça dans LTSpice. Donc ici, une perturbation symétrique, donc une perturbation de mode différentiel, va, si on mesure la tension entre les deux pointes du connecteur SMA, nous amener 2 fois la tension de mode différentiel, 2 fois la contribution du mode différentiel. Dans la même configuration, toujours en mesurant entre les deux pointes, ce qu'on s'aperçoit, c'est que si on a un mode commun qui est équilibré, donc ça veut dire avec autant de modes communs qui circulent dans la partie VCC ou line que dans la partie GND et neutre, on va se retrouver avec une équation qui fait que le mode commun va s'annuler. On va avoir moins la contribution plus la contribution, donc 0. Ce qui veut dire qu'on va se retrouver tout simplement en mesurant la tension entre les deux pointes avec 2 fois la tension de mode différentiel. Si maintenant je choisis d'additionner la tension que je lis entre le plan de référence et ce côté-là, le plan de référence et ce côté-là, je m'aperçois que c'est cette fois-ci le mode différentiel qui va s'annuler et le mode commun qui va s'additionner. Donc grâce à cette observation-là, vous allez pouvoir commencer à séparer mode commun et mode différentiel. Pour faire cela, ce qu'on va utiliser, c'est tout simplement la mesure dans LTSpice. Donc cette équation-là va vous donner la tension entre les deux points, et cette équation-là va vous donner la somme des deux tensions qui sont vues au niveau du réseau stabilisateur d'impédance de ligne. Donc là, on est dans le domaine temporel, donc c'est pas forcément très parlant, mais avec quelques clics, l'édition au moment où on vous demande de sélectionner les waveforms visibles. Donc là, vous avez vu, hein, c'est un petit peu compliqué au début à faire. Vous allez probablement vous faire avoir si vous recommencez la manipulation depuis le début. Alt double-clic pour entrer une expression. Vous faites Alt double-clic pour avoir accès à cette expression-là. Alt double-clic pour avoir accès à cette expression-là. Vous refaites majuscule, vous sélectionnez les deux et vous faites OK. Et là, vous allez vous retrouver avec la séparation du mode différentiel et du mode commun. Donc maintenant, comment faire pour que cette image-là, cette simulation-là que l'on voit, ressemble vraiment à une mesure CEM et nous permette de nous comparer à un gabarit? La première chose, c'est déjà d'adopter les unités de la CEM. La deuxième chose, de charger les gabarits. Et la troisième chose, d'adopter la plage de mesure en fréquence de la CEM. Donc, un dB-volt, qui est l'unité utilisée par LTSpice par défaut, n'est pas la même chose qu'un dB microvolt, mais la même chose que 120 dB microvolt. Donc ici, vous voyez où je veux en venir. La seule chose qu'il va falloir faire, c'est tout simplement de multiplier la valeur lue par 1 million. Et là, ici, on avait
on avait 2 fois le mode différentiel, 2 fois le mode commun. Donc ici, on va utiliser une multiplication par 500 000. Donc, pour avoir accès à ces réglages-là, de manière un peu plus automatisée, vous avez l'avantage d'avoir accès aux fonctionnalités Save Plot Settings et Open Plot Settings Files. Donc là, lorsque vous allez enregistrer, par exemple, cette vue que vous avez ici, vous n'allez pas avoir besoin de retaper toutes les équations la prochaine fois, de remettre l'intégralité des plages de fréquence et des plages d'amplitude. Donc gardez bien en tête que vous n'avez pas besoin de refaire toutes les manipulations, mais que vous pouvez utiliser Save Plot Settings et Open Plot Settings Files. C'est également une étape indispensable si vous voulez aller charger vos propres limites. Donc on va voir tout simplement comment charger ses propres limites dans LTSpice. Donc, vous avez parmi les documents que je distribue aujourd'hui et dans les documents qui vous seront mis à disposition, un tout petit utilitaire Excel qui va vous permettre de générer les définitions qui vont vous permettre d'avoir votre propre gabarit, donc le gabarit normatif en l'occurrence, dans LTSpice. Donc vous voyez ici, on a là le point de démarrage en fréquence, le point de fin en fréquence et la hauteur du gabarit. On va continuer comme ça. Vous remplissez tout ce qui est en rouge ici, et ça va vous donner directement les résultats ici. Donc ce que je vous disais tout à l'heure au niveau du chargement et de l'enregistrement des plot setting files, donc là j'ai ouvert avec le bloc-notes mon plot setting pour l'exemple du flyback, et je vais prendre les définitions de lignes qui sont ici et les coller. Tout simplement. Donc là, dans la version que vous aurez même directement line db 4.0 qui seront donnés. Donc ligne, unité db, là vous avez le style de ligne et la couleur. Et vous allez ici avoir quelque chose qui est directement compréhensible par LTSpice pour tracer des lignes à une fréquence et une amplitude donnée, donc tracer vos lignes de gabarit tout simplement. Vous voyez, la première ligne ici de line db va vous donner le premier segment de gabarit. Donc là, grâce à ces segments de gabarit, vous allez réussir à charger votre gabarit dans LTSpice pour le comparer. Donc là, on va fixer également la plage de fréquence et la plage d'amplitude. Donc typiquement au laboratoire CEM, on va se situer entre 0 et 120 dB microvolts. Donc pour ceux qui ont déjà dépassé les 120 dB microvolts, je sais que c'est douloureux. Des fois, le graphe monte jusqu'à 130 ou 140 dB microvolts, mais c'est assez rare. Donc ici, on a nos lignes de gabarit, on a notre définition en fréquence, notre définition en amplitude, et ça ressemble déjà beaucoup plus à ce qu'on peut avoir au laboratoire CEM. Sauf qu'au laboratoire CEM, on ne va pas vous donner la différence entre le différentiel et mode commun, on va vous donner la somme des deux, tout simplement. Donc là, tout à l'heure, je vous disais qu'une mesure CEM, c'est la somme en proportion inconnue du mode commun et du mode différentiel. Bah là, en l'occurrence, c'est pas la somme en proportion inconnue, c'est la somme en proportion connue que vous aurez dans LTSpice lorsque vous faites ce split entre mode différentiel et mode commun. Donc vous voyez l'équation ici. Ici, on est sur le mode commun avec l'addition des mesures au niveau des deux ports du LISN, la multiplication par 500 000 pour avoir le 1 million et le facteur de 2 pour revenir donc là. Et la même chose ici, la mesure de la tension entre les deux pointes du réseau stabilisateur d'impédance de ligne et le facteur d'échelle. Donc voilà, vous avez mode commun, mode différentiel. Eh ben, je vous propose de lui faire passer sa CEM. Donc, si on, je vais revenir un petit peu en arrière, si on regarde ici, bah, le mode différentiel est plus élevé que le mode commun. Donc la première chose qu'on va faire pour traiter le mode différentiel en CEM, ça va être d'utiliser, en fonction du domaine dans lequel on est, en fonction de la gamme de fréquences, soit une kappa X, soit une kappa céramique, une kappa qui va servir entre VCC et GND dans notre cas. Donc là, j'ai choisi d'utiliser une kappa polymère. Pourquoi une kappa polymère? Parce que tout à l'heure, j'ai vu que la contribution de la valeur de kappa n'était pas forcément significative par rapport à la contribution de l'ESR.
Or, cette technologie polymère va avoir un ESR et un ESL qui sont quasiment du niveau d'un condensateur céramique, alors que ce sont des condensateurs aluminium. Donc on a une valeur qui reste très très élevée, tout en ayant un ESR et un ESL très faible. Et on va pouvoir apprécier le résultat. Donc là, c'est avant de mettre la capa polymère. Et là, je remplace mon ancienne capa, qui était une capa standard de valeur relativement faible, par une capa de valeur supérieure en technologie polymère. Et là, vous voyez un petit peu l'impact sur la courbe qui est en rouge. Donc là, je reviens à avant la capacité polymère, avant son application, et après son application, cette capacité polymère. Donc là, déjà, on remarque que, ne serait-ce qu'au niveau du mode différentiel, on passe quasiment le gabarit. Donc on va continuer un petit peu en ajoutant une CMB, qui est une self de mode commun. Donc cette petite self de mode commun, j'ai pris une taille XS pour que ça rentre dans le boîtier, et je colle ma self de mode commun qui vient de la bibliothèque Virtual Electronic. Je clique et je sélectionne exactement la valeur que je veux. Donc là, j'ai relativement peu de courant, donc je vais aller chercher une self avec une valeur élevée. Ça va aussi me permettre, cette self avec une valeur élevée, de traiter le mode commun dès les basses fréquences. Par exemple, la 1 mH ici ne me permettrait pas d'aller traiter les premières raies que l'on observe au niveau du mode commun à relativement basse fréquence. Donc, avant que vous me posiez la question suite à la première fois que vous allez essayer de le faire, comment avoir une self de mode commun précise. Donc, dans notre bibliothèque, vous avez un composant générique qui est la WE-CMB pour la famille CMB. Vous faites un clic droit sur ce composant-là, ça va vous ouvrir cette fenêtre. Là, vous faites un double clic gauche, donc des fois c'est triple clic, des fois c'est double clic, bon. Et ça va vous ouvrir une petite liste qui va vous permettre de sélectionner la référence exacte que vous aurez identifiée grâce à notre site web, grâce à notre commercial terrain, ou alors grâce à RedExpert. Donc vous choisissez la self de mode commun qui vous intéresse dans votre simulation et vous lancez la simulation. Donc là, juste pour référence, c'est ce qu'on avait avant et ce que l'on a après. Donc, ici, le mode commun est passé sous ce niveau-là. Donc maintenant, on montre dans la présentation Keep Calm and Investigate qu'il y a moyen d'aller encore plus loin en mettant une self de mode commun à la sortie, donc en clipsant sur le câble de charge de l'iPhone une ferrite, en l'occurrence dans la présentation Keep Calm and Investigate. Donc si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez encore ajouter une self de mode commun en sortie, en plus de la self de mode commun en entrée. Donc la question qui m'a souvent été posée, c'est est-ce que c'est possible de faire ça au laboratoire CEM? Donc au laboratoire CEM, c'est plus compliqué, mais vous pouvez le faire dans la vraie vie. Ça a été les développements du début de l'année chez nous. On a fait un séparateur de mode commun, mode différentiel, qui, en se reliant sur les deux sorties du réseau stabilisateur d'impédance de ligne, donc connecteur X1, connecteur X2, permettent de sortir le mode commun, XCM, et le mode différentiel. Donc là, vous avez également un petit switch qui vous permet de commuter on ou off une résistance de 50 ohms sur chacune des lignes, parce que si vous êtes sur une mesure avec un oscilloscope, votre impédance d'entrée est trop élevée pour être conforme à ce que la mesure attend. Donc là, on vient juste terminer la ligne avec 50 ohms si on n'est pas sur un produit qui a une impédance d'entrée de 50 ohms. Et voilà l'exemple. Donc j'ai moi-même violé les conventions que j'ai établies. Donc là, en bleu, sur cette slide-là uniquement, vous avez les perturbations de mode différentiel et en rouge, vous avez les perturbations de mode commun. Donc vous voyez, hein, on peut même charger des limites sur un picoscope pour commencer à faire son investigation CEM. Donc là, c'est le même gabarit que celui que vous aviez auparavant, c'est juste qu'on va utiliser un oscilloscope standard avec un menu FFT, donc que vous soyez en Tektronix, en Rode et Schwartz, peu importe, vous avez 99% du temps la possibilité de faire de l'investigation CEM avec un menu mathématique qui fait une FFT. Bon,
Je regarde un petit peu le temps, je m'aperçois que j'ai déjà dépassé. Je vais passer très rapidement sur les exemples d'un convertisseur flyback. Comment on va modéliser un convertisseur flyback? Tout simplement en modélisant l'inductance de fuite du transformateur, le couplage parasite du tap du MOSFET vers le plan de référence ou éventuellement vers le dissipateur thermique qui lui est associé et qui est relié à la terre de protection. L'interwinding capacitance, donc l'interwinding capacitance, c'est la capacité parasite qui s'établit à l'intérieur du bobinage du transformateur flyback. Donc je vais aller assez rapidement parce que j'ai pris trop de temps sur cette présentation. Donc là, vous avez le couplage entre le dissipateur thermique et le tap du MOSFET, en l'occurrence, avec une tension qui est la tension ici, qui est la plus polluée de tout le convertisseur flyback. Ici, clairement, vous avez 300 volts avec un overshot, puis vous revenez à zéro. 300 volts, un overshot, vous revenez à zéro. Donc, si vous avez cette tension-là qui est sur le tap du MOSFET, c'est souvent le cas, donc ça c'est le drain, le tab est relié au drain. Et ici, vous avez un condensateur qui va coupler directement à la terre de protection en fournissant un chemin qui va être apprécié par le mode commun. Donc le mode commun sur un flyback naît à 80% lorsque votre flyback est ici relié au drain. Enfin, lorsque votre tab est relié au drain, le mode commun naît à 80-90% de cet endroit-là. Donc, la valeur de la kappa que je vais utiliser dans ma modélisation, elle est tout simplement issue des équations standards hein, de la valeur d'une kappa en fonction de la surface des armatures, du diélectrique et de l'épaisseur de diélectrique. Et l'inductance de fuite, je vais la trouver dans la datasheet, puisque Würth Electronics s'engage à une inductance de fuite maximale. Donc on a mesuré hein, cette valeur-là, on est aux alentours de 12 micro-henry d'inductance de fuite, et ça va nous permettre de modéliser le transformateur. Ici, vous avez un petit utilitaire qui permet de passer des données de la datasheet aux données que vous devez rentrer dans LTSpice pour faire votre simulation. Donc l'interwinding capacitance, elle va naître de la proximité entre le bobinage du primaire, qui est à moitié ici, et les bobinages auxiliaires et secondaires. Donc là, en l'occurrence, on a un condensateur qui s'établit entre cette couche de bobinage du primaire et le bobinage du secondaire, et entre cette couche du bobinage du primaire et l'auxiliaire plus secondaire. Donc là, en l'occurrence, l'interwinding capacitance, hein, vous savez peut-être si vous concevez des transformateurs que lorsqu'on va chercher un meilleur couplage pour réduire l'inductance de fuite, on va augmenter l'interwinding capacitance en sandwichant le primaire. Mais bon, on essaye de faire le meilleur compromis et ce compromis-là marche relativement bien pour passer la CEM et avoir une inductance de fuite relativement faible. Donc là, l'exemple du convertisseur, cette fois-ci on ne tourne plus à 12 ou 19 volts, on va tourner à 315 volts et on va directement simuler l'intégralité du montage. On va avoir toujours notre réseau stabilisateur d'impédance de ligne et le résultat, le voilà. Donc limite, mode différentiel, mode commun. La simulation, et ici, l'exemple d'une vraie mesure. Donc il faut savoir que la vraie mesure, elle va exploiter ce qu'on appelle le RBW, donc une largeur de fenêtrage spectral. Donc ça donne pas exactement la même forme, mais vous remarquez quand même que les formes sont étrangement similaires, puisqu'on va retrouver les mêmes contributions spectrales. Les harmoniques de commutation, les fronts de montée, les ringing, tout ça, vous allez le retrouver aussi bien dans la simulation, dès lors que vous avez simulé avec l'inductance de fuite, avec les couplages parasites qui sont présents. Bon, j'ai dépassé niveau horaire, donc je vais aller très rapidement sur le brushless DC. Donc le brushless DC, on va aller un petit peu plus loin dans les raffinements de la simulation en utilisant des paramètres et également la possibilité d'utiliser des directives STEP. Ces directives STEP permettent de chercher des optimums de fonctionnement et vous permettent, dès l'étape de simulation, d'améliorer les choix d'architecture que vous allez faire. Donc là, vous avez la modélisation simplifiée d'un moteur brushless DC
avec la capacité la capacité parasite au stator. Donc, il y a différentes méthodes pour modéliser les brushless DC en fonction de leur topologie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais assez rapidement encore. Donc là, la partie simulation du brushless DC, vous avez les tensions au niveau du brushless et vous avez les courants dans chacune des phases qui vont, comme vous le voyez, être déphasés à chaque fois de 120 degrés. Donc l'intérêt ici d'utiliser LTSpice, c'est la possibilité de rechercher un optimum très rapidement en utilisant des paramètres et aussi en utilisant le parcours automatique de ces différents paramètres en vous sortant à chaque fois la signature CEM. Est-ce que si je ralentis mon temps de montée, est-ce que si je ralentis mon temps de descente, je vais avoir un meilleur comportement CEM? Est-ce que en changeant ma fréquence de pilotage, en ajoutant un PWM, je vais améliorer les choses? Donc là, vous pouvez aussi jouer sur le dead time. Vous avez la possibilité vraiment d'automatiser un grand nombre de mesures CEM dès l'étape de la simulation du brushless DC. Donc là, vous le voyez, quand on fait la signature CEM du brushless DC, bah, on se retrouve avec beaucoup de pain sur la planche parce que là, on est largement au-dessus du gabarit. Donc, bonne chance pour ceux qui voudront s'atteler à la conformité du brushless DC qui vous sera fourni en exemple. Ça peut servir d'exemple pour beaucoup de formations CEM. Derrière, vous avez aussi la possibilité de modéliser directement les pertes d'insertion d'un filtre. Donc là, en l'occurrence, c'est la carte Design Euro MC Filter. Donc, c'est une carte configurable sur laquelle vous soudez les composants Virtelectronic que vous le souhaitez. C'est interdit de souder autre chose que du Virtelectronic dessus, je le rappelle. Ici, vous avez d'autres directives. Si vous souhaitez revenir là-dessus, n'hésitez pas à me poser des questions, mais ça va extraire les données d'un des éléments du step. Donc, vous aurez aussi dans les exemples ce système-là. Mais je pense que si vous êtes intéressé, on fera une autre session de formation parce que je suis déjà en train de déborder amplement sur l'horaire. Le facteur de puissance et les courants harmoniques. Donc là aussi, ça permet dès l'étape d'architecture d'utiliser toute la puissance de LTSpice pour passer ces normes qui sont de plus en plus rigoureuses et où les exemptions sont de plus en plus rares. Donc voilà, vous avez tous les exemples. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des problématiques de 61003.2 et leur modélisation. Donc voilà, je m'arrête et on passe aux questions-réponses. Je vois qu'il y a une petite dizaine de personnes qui nous ont quittés sous l'effet de la faim. Donc désolé pour avoir débordé un petit peu. Je vais acheter une montre la prochaine fois. Merci. Je suis là, Sylvain. Je me permets juste de reprendre la main juste un instant pour te relever quelques questions. En effet, comme Sylvain le note sur sa slide ici, il y a beaucoup d'inscrits. On était plus de 200 pendant la session. J'ai répondu à la plupart des questions en privé. J'en ai déjà 3 à te relever à l'oral. Mais s'il y en a d'autres pour lesquelles on ne pouvait pas prendre le temps de répondre, sachez qu'on exporte toutes vos demandes et donc on y reviendra même après. On pourra revenir par mail. On a votre mail et votre nom et on peut le faire de cette manière. Le PDF, le fichier Excel sont bien disponibles comme on l'a dit au début de la session et il y a également un fichier de simulation que tu voulais peut-être évoquer, Sylvain. Il me semble que tu l'as déjà fait. Je me permets juste de reprendre la main pour remettre juste la fenêtre question en avant. Je t'ai affilié 2-3 questions. Je peux commencer pendant que je fais défiler. Non, je vais les retrouver, j'arrive tout de suite. En tout cas, comme on l'a dit précédemment, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez des détails sur les exemples que Sylvain a présentés en agenda et qui n'a pas pu être abordé, puisqu'on peut faire ça sous forme de nouveaux webinaires, voire même de séminaires en privé, en entreprise. C'est notre travail d'aller sur le terrain auprès de vous, clients. Juste, la session sera disponible en replay dès cet après-midi au même lien d'inscription que je viens de partager sur le chat. Donc, vous pouvez y revenir. Et la fenêtre questions-réponses est là où vous le voyez à l'heure actuelle sur le partage.
Alors Sylvain, je relève juste à l'oral une première question parce que j'ai répondu à la personne et donc tu ne la vois pas. J'ai Mhm. répondu que je vais la relever pour toi. La première question, c'est sur la simulation LT Spice, le GND mis au niveau des kappa Y pour le mode commun ne doit pas être différent du GND LT Spice, point d'interrogation. Ce n'est pas cette masse que l'on nomme autrement, point d'interrogation. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Parce que je me souviens plus à quel moment tu as dit ça. C'était environ au milieu. La remarque est à 11h30. D'accord. Alors en fait, c'est que j'utilise plus le GND, j'utilise le symbole GND pour faire mon Grand Reference Plane. Donc, j'essaie de retrouver la question dans la fenêtre de questions Elle est à 11h36. à 11h36. Et si tu veux, je te repartage, je te redonne la main Alors, pour que tu me reviennes à la slide, si tu le le souhaites. GND mis au niveau des kappa Y pour le mode commun ne doit pas être différent du GND LT Spice. Le GND mis au niveau des kappa Y. Alors je sais pas trop sur Ah oui, le GND. Alors là, j'ai pris l'hypothèse qu'en fait, le GND mis au niveau des kappa Y, c'est parce qu'on a un produit qui a une terre. Et que la terre en CEM étant reliée la plupart du temps au Ground Reference Plane, au pied du RSIL, j'ai fait cette simplification-là. D'accord. Euh, Toujours à propos des kappas pour la simulation, j'ai l'impression que la question est arrivée et tu as répondu après quand tu as parlé du MOSFET sur le flyback. Comment définir les valeurs des capacités sur la simulation du mode commun et comment déterminer l'endroit où les mettre? La question est apparue avant que tu parles du flyback. Alors, je vais pas modéliser toutes les kappas, je vais modéliser les kappas sur les nœuds qui sont soumis déjà à des forts dV sur dt, puisque c'est eux qui, pour moi, vont contribuer à la génération du mode commun. Alors ensuite, il y a deux méthodes pour le faire. Dans certains cas, je vais tout simplement mesurer le composant, puisque parfois c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc sur un transformateur, par exemple, je vais mettre un capacimètre ou mettre un analyseur d'impédance entre toutes les pins de l'entrée court-circuitées et toutes les pins du primaire court-circuitées et toutes les pins du secondaire court-circuitées. Donc je vais sortir directement la valeur. Quelques picofarades la plupart du temps, quelques centaines de picofarades pour les plus gros composants. Donc c'est également possible de le faire, hein, tout simplement en reliant l'analyseur d'impédance entre le drain du MOSFET et et le dissipateur thermique. Derrière, je me suis aperçu juste que c'était aussi facile de le faire par calcul que par mesure. Mais si vous avez un doute, faut pas hésiter à le mesurer, surtout si vous avez le matériel. Après, si vous avez des questions sur les valeurs typiques que j'ai pu relever, n'hésitez pas à me poser la question. Merci Sylvain. Autre question que je t'avais affiliée, le petit utilitaire pardon, pour rentrer les paramètres du transformateur, est-ce qu'on peut le trouver? Est-ce qu'on peut y avoir accès? Alors, je vais le mettre dans les fichiers fournis. C'est un fichier que j'utilise lorsque je donne des cours. C'est calcul UST travaux dirigés. Donc, je vais le Alors, fournir. très bien. Et alors j'en profite du coup, vu qu'on a plusieurs fichiers à partager, il y a un mail de suivi qui est envoyé, je pense peut-être pour remercier automatiquement un jour plus tard à tous les présents. À ce moment-là, on va créer un lien pour le partage, Sylvain, si tu es d'accord, et je le mettrai dans le mail de suivi. Comme ça, les Ok. gens pourront télécharger à la fois le PDF qui était disponible et ces fichiers-là, si ça te va. Mhm. Voilà. Donc derrière, il y a des questions qui viennent d'apparaître, donc j'ai pas eu le temps de les suivre. Donc toutes celles qui sont vides, comme tu le vois sur ton interface, ne sont pas répondues. Par contre, toutes celles du bas, elles sont toutes traitées, hein. Voilà, on va regarder ça ensemble si tu veux. Alors, quelle est la référence du réseau stabilisateur d'impédance de ligne VURT dans la présentation? Pour l'instant, il a pas de référence. J'ai eu le go pour le sortir en open source. Donc voilà, ça va être fait dans les jours qui viennent. J'ai eu l'autorisation très récemment. Donc merci. Cette demande, elle a été déjà formulée plusieurs fois par d'autres personnes pour information, hein, Ouais. Sylvain. J'y ai Alors ouais. répondu et j'ai répondu la même chose qu'on pouvait y donner accès.
D'accord. Donc pour un prochain webinaire LT Spice, bah, dans la mesure où c'est compliqué pour nous de nous déplacer, les webinaires nous intéressent, n'hésitez pas à manifester votre intérêt pour ce sujet, parce que c'est aussi en manifestant votre intérêt pour un sujet en particulier qu'on va tout simplement choisir les prochains sujets qui seront traités. Vous avez pu le voir, on a traité que 3 ou 4 exemples aujourd'hui, alors que j'en ai une quinzaine en stock. Donc si vous êtes intéressé, envoyez-nous un petit email et on traitera les sujets qui vous intéressent sous LT Spice ou autre chose que LT Spice, si vous le souhaitez. J'ai eu Alors, également 2 sujets que j'ai traités qui m'ont demandé les exemples supplémentaires, donc j'aurais dit que j'ai pris leurs coordonnées pour éventuellement le faire soit en privé, soit si on est plusieurs, refaire une autre session similaire. Voilà, pour information. alors, ouais, il y a beaucoup de questions. Pouvez-vous fournir les liens Gerber? Ouais, donc ça c'est le même type de question. Entre les deux exemples de chargeurs de téléphone avant et après amélioration, il y a un changement sur la fréquence de switching. Est-ce normal? Alors, enfin revenir loin en arrière. Entre les deux exemples de téléphone. Alors, je sais que j'ai changé quelques petites coquilles qui étaient dans le PDF, donc il ne me semble pas avoir changé la fréquence de switching. Je vais revenir en arrière. Donc la fréquence de switching, de toute façon, elle est définie ici par la résistance RT 330K. Ici, normalement, pour les différents essais, la fréquence de switching n'a pas l'air de bouger. J'ai RT ici 330K, ici je suis à 330K, 330K. On voit pas ton écran, hein. Ah, d'accord. Je te redonne la main tout de suite. Ouais, je vais vérifier. Alors, montrer écran du moniteur 2. Est-ce que vous voyez mon écran du coup? Euh, alors, la fréquence de switching ici, on est défini avec 330K. Je vais revérifier, hein, je vais revérifier, mais après, bon, ça change pas grand-chose que les harmoniques vont être à peu près les mêmes. Je vais voir. Entre les différentes simulations. Au début, la simulation avait été faite sans ajuster la fréquence pour être exactement la même, mais c'est possible qu'après, pour vous montrer juste l'impact de la capa polymère, on soit pas sur quelque chose. Oui, là, on voit la fréquence qui change. Donc oui, oui, vous avez l'œil. La fréquence change. Vous avez l'œil. Je vais essayer de refaire le point sur les différences entre les deux. Et à mon avis, c'est plutôt cette mesure-là qui, qui doit pêcher un petit peu. Donc je vais vérifier ça sur les changements des fréquences de découpage. Après, sur la forme de la signature CEM, l'impact est maîtrisé normalement. Alors, excusez-moi, j'arrive plus à aller lire les questions. Ok. Y aura-t-il... Merci pour ce webinaire. Y en aura-t-il un sur les bases de la CEM et du routage? Donc, il y a un webinaire qui ressemble sur les bases de la CEM et du routage. C'est un webinaire tout simplement qui montre un petit peu l'impact de certains choix en design. Ça s'appelle Elementary, my dear Watson, élémentaire, mon cher Watson. Donc où on vient montrer un petit peu l'impact de certaines erreurs au niveau du routage sur les émissions en champ magnétique et en champ électrique. Donc oui, il y a des webinaires qui, depuis le début de l'année, ont traité de ce sujet-là. Après, si vous êtes intéressé pour la partie routage, on a la possibilité d'animer un webinaire là-dessus. Alors, je réponds à cette personne comme quoi un sujet existe. Le Elementary My Dear Waxon, il me semble pas qu'on l'ait enregistré en webinaire. On a fait d'autres sujets plus courts sur la CEM. Par Mhm. contre, c'est un programme qui pourrait être envisagé. Si c'est du public, ça serait plus 2021, puisque là, on a déjà des sessions prévues toutes les 2 semaines jusqu'à Noël.
Mais on peut aussi répondre à monsieur que s'il insiste, on pourrait le faire autrement. Je lui réponds ça tout de suite. D'accord. Ok, je continue à parcourir les questions. C'est souvent les mêmes. D'autres sessions de formation. Donc, sur les autres sessions de formation, oui, je vais essayer de voir si on peut intercaler une session dans le planning hein, pour traiter les cas particuliers. Donc, il faudra juste me dire quels exemples vous souhaitez voir abordés, plutôt le brushless, plutôt le flyback, plutôt les harmoniques secteurs ou la caractérisation de filtres, hein, n'hésitez pas. Alors, à la slide 67, le coefficient 50 000 ne s'applique qu'à V analyseur 2 pour le calcul du mode commun. Hop. Alors, c'est possible, ça fait partie des choses que j'ai corrigées par rapport à une erreur de calcul dans les anciennes présentations. À la slide 67, donc j'ai un fichier qui se balade avec le mauvais coef, mais après, vu que c'est en relatif, à la slide 67, j'y suis presque. Le coefficient de 50 000 ne s'applique. Si, pourtant. Je vais relire la question. Le coefficient KV Analyzer 2 pour le calcul du mode commun. Ah oui, je vais revérifier ça. Je vais revérifier ça. Il manque une parenthèse. Merci, vous avez l'œil. Donc à nouveau, je dis que je mets à disposition les fichiers de simulation et sur d'autres questions, je continue à répondre au reste. D'accord. Comment savoir si notre problème vient du mode commun ou du mode différentiel en faisant les tests au labo? Généralement, c'est assez simple. Il suffit de clipser une ferrite sur les deux câbles en même temps. Et généralement, en clipsant une ferrite sur les deux câbles en même temps, on va réduire le mode commun. Pour le mode différentiel, la plupart du temps, en mettant une kappa X directement aux bornes du produit que vous alimentez. Donc la kappa X va venir réduire le mode commun. Le mode différentiel, excusez-moi, je suis pas réveillé, je suis en train de lire les questions en même temps. Ok. On commence à avoir répondu à beaucoup, Ouais, je à pense, toutes les hein. questions. Ouais, j'ai bien l'impression, puisque les premières, les plus anciennes, qui a répondu à l'oral hein, sur le changement de fréquence sur le chargeur de téléphone. Lisner, Gerbert, tu en as parlé. La slide 67, tu viens de le faire. Et le reste, eh ben, on est content, on a des retours positifs. Voilà. J'ai l'impression qu'on a fait le tour, Sylvain. Mhm. Ouais. Et bien, tant mieux. Alors, je laisse juste encore 2 minutes, on va voir. Tout va bien. On est prêt? Ouais, j'ai l'impression. Pas plus de questions pour l'instant. Mhm. Eh ben, j'en Ouais. profite pour remercier tout le monde. On était voilà 260 inscrits, presque 200 dans la session live. Surtout Sylvain, je te remercie toi pour la qualité de ta présentation. Vraiment, les remarques sont très positives. On continue dans ces webinaires jusqu'à Noël, comme je l'ai dit. La prochaine session a lieu dans 2 semaines sur la connectique, les échauffements dans les câbles et les connecteurs. Et dans un mois, nous aurons un séminaire en partenariat avec ST Microélectronique. Les invitations seront disponibles sur le lien que j'ai partagé à l'instant sur le chat, qui est également le lien disponible pour tous les replays qui ont eu lieu, des séminaires qui ont eu lieu pendant le confinement depuis le début de l'année 2020. Voilà. Sylvain, je n'ai rien de plus à dire. Je te laisse clôturer puisque c'est ton webinaire et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et un bon week-end.
Ben, merci à vous. On va prendre le temps de répondre aussi aux questions dans les prochaines semaines. Généralement, on a beaucoup de questions, donc n'hésitez pas à nous laisser quelques jours pour répondre à tout. Et je vais également corriger les deux, trois petites coquilles qui m'ont été remontées dans la présentation pour être vraiment au point. Merci en tout cas à tout le monde pour votre attention et d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui.